La Chambre. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous poursuivons avec le procureur général en ses réquisitions. Merci, Monsieur le procureur général. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les juges. À la suite, je vais axer mes réquisitions sur une partie de la responsabilité de l'accusé. Et cette partie est relative à la responsabilité en qualité de supérieur hiérarchique militaire. Monsieur le Président, vous vous rendez compte que le parquet a procédé à un éclatement de la responsabilité de M. Hissène Habré. Cet éclatement est un choix à l'image de la main basse, à l'image des prérogatives, à l'image des nombreuses attributions que l'accusé avait sur toutes les institutions de la République. Mais cet éclatement également traduit le slogan du groupe Choc qui disait « Habré ici, Habré partout, Habré omniprésent, Habré omnipotent ». Il traduit en même temps le terme utilisé par les tortionnaires de la DDS et qui revient dans les nombreuses dépositions qui consistait à dire la DDS est une toile d'araignée et cela recoupe totalement les déclarations qui ont été faites ici par l'un des derniers témoins, appelé témoin de la défense, je veux parler de Ressa, qui disait que tout ce qui se passait au niveau du Tchad, sur l'étendue du territoire du Tchad, qui, comme vous l'a rappelé le PG, est un vaste territoire qui fait 2 fois la France, était tombé entre les mains du président Habré. Il avait mis en place un système de renseignement efficace qui travaillait de sorte que tout ce qui bougeait, tout ce qui se faisait pour ou contre le régime était porté à sa connaissance dans les premières minutes. Monsieur le Président, je vais m'abstenir de procéder à la lecture des réquisitions du parquet général qui font 210 pages, parce que tout simplement, vous l'avez déjà entre vos mains, et compte tenu également du fait du temps très réduit qui a été consacré, qui a été réservé au parquet général un jour pour faire ces réquisitions. Je vais faire un survol donc des réquisitions portant sur cette partie, la responsabilité de l'accusé en sa qualité de supérieur hiérarchique. À titre historique, je dirais tout simplement que le principe de la responsabilité, de façon générale en droit pénal, est un principe sacro-saint. Et tout au début, la responsabilité pénale avait pour vocation d'être un principe de personnalité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que personne ne devrait être responsable pour des faits commis par autrui. Ce principe a très tôt connu des atténuations. D'abord en droit national, avec les nombreuses incriminations relatives au délit d'abstention, au délit d'omission, mais ensuite, après, au niveau du droit international, ce principe a été consacré sous le vocable de la responsabilité du supérieur hiérarchique, qu'elle soit civile ou militaire. Donc, comme en droit national, en droit international, il existe un type particulier de responsabilité. Mais comme l'a rappelé la partie civile avant-hier, ce n'est pas une forme de responsabilité exceptionnelle, c'est une responsabilité à part entière. Elle est individuelle au même titre que les autres formes de responsabilité et demande pour sa caractérisation l'imputabilité de preuves et de faits précis à l'encontre de l'accusé. L'institution de cette responsabilité remonte, contrairement à ce que beaucoup pensent, depuis la Convention de la Haye de 1907, et il a été reproduit plus tard en 1819 lors du rapport préliminaire de la conférence de Versailles qui préconisait déjà de faire engager des poursuites contre les responsables militaires nazis qui avaient procédé, qui avaient commis donc des exactions contre des personnes protégées par les conventions de Genève, mais également des militaires qui n'étaient plus en situation, en état de combat. Sur cette forme de responsabilité, Monsieur le Président, je vais dire que ce principe qui a été dégagé a été repris par toutes les juridictions internationales. Je veux parler du TPY qui l'a consacré dans son article 7.3 et du TPIR également qui l'a consacré dans son article 6.3.
Au niveau de la création des chambres africaines, il a été institué au niveau de l'article 7.3 le principe de l'incrimination des crimes de guerre. Mais cet article a été complété par l'article 10 en des termes non équivoques qui dit le fait que l'un des actes soit accompli par un subordonné n'exonère pas le supérieur de sa responsabilité, sous réserve de deux conditions. La première condition, si l'accusé savait en tant que supérieur hiérarchique que ses subordonnés allaient commettre des crimes et qu'il n'a pas pris les moyens de prévention nécessaires pour prévenir ces crimes. Ou bien, une fois commis, l'accusé s'est abstenu de façon volontaire à prendre les sanctions idoines et les sanctions légales qui sont prévues à l'encontre de ces auteurs de crimes graves. Donc, les dispositions combinées des articles 7 et 10 constituent le fondement de la responsabilité de l'accusé dans le cadre de la commission des crimes de guerre ici caractérisés. Je vais rappeler que ce matin, M. le procureur général et plus tard, Madame la procureure générale, sont revenus largement sur la responsabilité de Habré en tant qu'auteur de crimes de guerre. Ils ont fait état de nombreux incidents de commission de crimes de guerre et ils l'ont suffisamment démontré à travers les codes du dossier, mais également à travers les déclarations pertinentes et concordantes des témoins qui ont défilé ici devant la barre depuis le 7 novembre 2015. Et sur ce, je ne vais pas revenir sur certains crimes sous-jacents qui ont été déjà développés. Et ces crimes sous-jacents concernent les crimes sous-jacents prévus à l'article 7.1a, l'homicide involontaire, les preuves ont été données, les crimes sous-jacents relatifs aux tortures et traitements inhumains, les crimes sous-jacents relatifs au transfert illégal et à la détention illégale, les crimes sous-jacents prévus par l'article 7.2a, les atteintes à la vie, à la santé et au bien-être physique et mental. Il convient de préciser que beaucoup d'autres crimes sous-jacents pouvaient y être rajoutés. Je veux nommer les châtiments corporels dont on a fait état dans les développements, parce que vous ne doutez pas que les prisonniers de guerre, lors des transferts, ont subi des bastonnades, mais également ont subi des représailles de la part des souteneurs étrangers, notamment les militaires zaïrois qui étaient stationnés au niveau de Moussoro. Donc, le contingent de militaires capturés de guerre qui a été transféré de Faye-Largeau en Djamena a subi toutes sortes d'atrocités assimilables à des châtiments collectifs. On pouvait également parler des exécutions sans jugement. Et sur ces exécutions sans jugement, je vais axer mon intervention sur deux points. Les deux points sur lesquels mon intervention va porter ne sont pas l'ensemble des crimes de guerre commis par Habré en sa qualité de supérieur hiérarchique. Ce ne sont que l'appendice, pour ne pas dire l'inventaire, de la pluralité des crimes qui peuvent être analysés comme des crimes de guerre pour lesquels Habré peut être tenu responsable en sa qualité de supérieur hiérarchique. Donc, avant de vous donner les preuves de l'imputabilité de ces faits par rapport aux actes et au comportement de l'accusé, je vais tout simplement vous décrire ces deux événements majeurs qui ont marqué l'histoire des conflits au niveau du Tchad et qui a fait couler beaucoup de sang. Pour le premier événement, Monsieur le Président, figurez-vous bien qu'il s'agit de l'exécution des 150 prisonniers de guerre de Ambing. Sur cette exécution, les déclarations qui ont été faites par le témoin, le seul rescapé, qui s'appelle Béchir Bichara Ahmed, sont plus que claires. Il a fait 3 types de déclarations. Devant les juges belges, lors des commissions rogatoires, devant les juges d'instruction des chambres africaines, mais ici également à la barre. Et à la barre, il a subi toutes sortes de contre-interrogatoires consistant à faire démonter la véracité de ses propos, consistant à le déstabiliser, mais il a retenu les propos qu'il avait déclarés. Je ne vais pas être l'avocat du diable pour dire qu'il n'y a pas eu de contradiction dans les déclarations de Bichara Djibril Ahmad. Il y en a, mais de quelle sorte de déclaration il s'agit? De déclarations très mineures. La première qui a été relevée par la défense, c'est de dire quoi? Il avait dit dans la première déclaration, lors du transfert, c'est 3 jours, une semaine après son incarcération à la maison d'arrêt, qu'il a été extrait pour être exécuté. Devant les juges, la défense a dit qu'il est revenu sur la semaine pour dire 1 mois, 2 mois. Devant la Chambre, il a varié encore sur le délai. Monsieur le Président, je peux accepter ces contradictions tant qu'il s'agit de contradictions mineures par rapport à une personne qui est en situation de difficulté. L'autre qui a été relevé par la défense consistait à dire l'heure de l'extraction et de la sélection des prisonniers de guerre dans la maison d'arrêt à destination de Ambing, lieu d'exécution. Sur ce point précis,
la défense a insisté en disant que les horaires ont changé. Tantôt c'est 1 heure, tantôt c'est 15 heures, tantôt c'est 18 heures. Je suis d'accord qu'il y ait des erreurs ou bien ce qu'ils appellent des contradictions par rapport à cet horaire. Je voudrais tout simplement faire observer à la Chambre, Monsieur le Président, que voilà une personne. Nous allons essayer de nous mettre dans la peau de cette personne, d'un militaire aguerri qui a mené plusieurs combats, qui est tombé au champ de bataille, capturé à Faye-Largeau, transféré à bord de camions dans des conditions atroces, ligoté, les mains ligotées, les pieds ligotés les uns des autres. Un voyage qui a duré plusieurs jours. De N'Djamena à Faye-Largeau, vous imaginez, il fait combien de kilomètres? Des centaines de kilomètres, Monsieur le Président. Avant d'être incarcéré dans une prison où les règles minimales en matière de traitement des détenus n'ont jamais été respectées. Voilà cette personne qu'on veut présenter comme une personne qui est infaillible, comme une personne qui n'a pas le droit de faire des erreurs. Non, Monsieur le Président, il avait le droit de faire des erreurs. Mais heureusement que ces erreurs ne portent pas sur des éléments essentiels, des éléments substantiels du dossier. Ça porte que sur des éléments minimes. Et de l'autre côté, ils ont laissé des éléments concordants qui sont revenus tout au long de la procédure et dans toutes les déclarations qu'il a faites. La première, lors du recensement des victimes des crimes de Hissène Habré, Mohamed Abakar Hassan, qui a été désigné comme président de la Commission nationale, n'a pas eu de peine à retrouver Bichara parce qu'il est de l'autorité publique que Bichara Dagachen est le seul rescapé de l'exécution de Ambing. Les populations l'ont orienté vers Bichara, qui n'a pas mis de difficulté à l'amener à une trentaine, 25 km de N'Djamena, dans une brousse ignorée, inconnue de la plupart des Tchadiens, pour lui dire, voilà, c'est ici où se trouvent les 149 personnes qui ont été exécutées en même temps. Je faisais partie de ce peloton de combattants capturés qui devaient être exécutés, mais heureusement que j'ai échappé. Monsieur le Président, vous figurez bien que cette personne-là ne s'est pas trompée. Cette personne n'a pas tergiversé, n'a pas cherché de midi à 14 heures. Lors de la conduite de la commission, il n'a pas mis de difficulté pour retrouver les lieux dans une brousse égarée, dans une brousse très sombre, inconnue. Il n'a pas eu la moindre difficulté pour identifier les lieux où sont censés être enterrés des personnes avec leurs habits, avec leurs tenues et avec tout ce qu'ils avaient par devers eux. Monsieur le Président, ça c'est la première concordance. La deuxième concordance, c'est que M. Bichara Djibril Ahmad a dit qu'au niveau de la maison d'arrêt de N'Djamena, il a fait l'objet d'une sélection de prisonniers de guerre. Et ceux qui procédaient à la sélection avaient une visée claire sur les membres, les personnes qui devaient être sélectionnées. Et cela a été confirmé par beaucoup de témoins qui, en même temps que Bichara, ont participé au conflit à Faye-Largeau. Je veux nommer Bichara Dagachen, qui est un co-combattant de Bichara Djibril Ahmad, qui a dit que lorsqu'ils sont venus, les éléments de la DDS pour faire le tri. Le tri a duré 2 heures. Cela démontre quoi? Cela démontre qu'il y avait une planification, il y avait une préparation, il y avait un plan, il y avait une vision claire des personnes à exécuter. Et l'appartenance de commune de ces personnes, c'est qu'ils sont des membres des forces armées du CEDER qui se sont farouchement opposés à l'usurpateur qui s'est autoproclamé après un coup de force comme chef de l'État du Tchad. Leur seul tort, c'est de n'avoir pas accepté d'être dirigé, d'être en tout cas gouverné par une personne dont l'autorité n'a pas été reconnue, qui n'a pas acquis le pouvoir par les voies du suffrage et qui n'a pas été légitimement élu. Donc, Monsieur le Président, voilà la deuxième constance. La troisième constance, c'est que Monsieur le Président, M. Bichara Djibril Ahmad, a cité comme premier témoin les villageois de Ambing. Je regrette beaucoup que la Chambre ne s'est pas déplacée sur les lieux. Mais si la première occasion de la commission d'instruction qui est partie à N'Djamena, une fois arrivés sur le village, ils ont été accueillis chaleureusement. Et tous les villageois, de façon unanime et concordante, ont confirmé que ce jour du mois d'août 1983, vers 19h, 20h, ils ont entendu des cris, des ahurissements, n'est-ce pas, des hurlements de personnes. Il s'agissait de quelles personnes? De 150 combattants malheureux, capturés, ligotés du bras à la main et qui étaient là attendant la minute de leur mort. Et rien n'est plus difficile, Monsieur le Président, pour un soldat qui a choisi de faire les armées, qui a choisi de défendre son pays, qui a choisi de porter la tenue militaire pour défendre les institutions de sa République, de se voir exécuté par des propres soldats de sa même nation, alors qu'il n'a commis aucune autre faute que de s'opposer à un régime qui a été
installés illégalement. Voilà les constances, Monsieur le Président, qui me font dire que la tentative de déstabilisation de la défense par rapport aux allégations précises de Bichara Djibril Ahmad ne pourront pas prospérer. Et j'en suis persuadé que vous-même et vos conseillers n'accepteront pas que ce coup de force puisse passer que sur des écritures tenant sur 3 pages qu'on puisse démonter des déclarations aussi claires et aussi tangibles qui ont été fournies par Bichara Djibril Ahmad. Le dernier argument sur ce point, Monsieur le Président, consiste à rappeler un élément de jurisprudence qui est très important à mon avis. Dans une décision rendue par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, la Chambre de première instance a, dans l'affaire IT 96-6-23 et dans l'affaire IT 96-23-1, qui était relative à un cas de viol dont une femme était victime, et la Chambre de première instance avait dit ceci. Le premier viol était particulièrement douloureux. Pourquoi la Chambre a motivé dans ce sens? Parce que la défense avait dit tout simplement que la victime avait pour la première fois à l'audience déclaré qu'elle avait été victime de viol. Et là, les gens ont dit, la défense a dit pourquoi elle n'avait pas fait cette déclaration dans ses déclarations préliminaires. La Chambre de première instance a dit le viol contesté, le premier viol était particulièrement douloureux et effrayant pour la victime. Et que le fait qu'elle ne l'a pas mentionné dans sa première déclaration ne traduisait en rien sa crédibilité. Les prétendues contradictions donc, entre la déclaration préalable et sa déposition au procès ont été examinées par la Chambre d'appel qui estime que ces déclarations ne sont pas suffisamment ces déclarations contradictoires ne sont pas suffisamment importantes pour jeter le moindre doute sur sa crédibilité. Voilà la position de la Chambre. Mais la Chambre d'appel poursuit en disant que bien au contraire, c'est l'absence de pareilles contradictions naturelles qui serait susceptible de faire douter de sa crédibilité. Donc, Monsieur le Président, je pense que si Bichara Djibril Ahmad, après 25 ans après les faits, avec tout le traumatisme qu'il a subi lors de cette exécution massive, viendrait devant la barre, devant les juges, devant le juge belge et devant vous, pour vous répéter mot pour mot, phrase pour phrase, je douterai de sa bonne foi. Nul n'est infaillible et je pense que ces petites déclarations contradictoires ne méritent même pas de s'y attarder outre mesure. Je vous demande tout simplement de l'écarter, le raisonnement de la défense, comme étant n'étant pas fondé. Maintenant, par rapport au code, Monsieur le Président, je ne vais pas, je vous l'ai dit tantôt, revenir sur ça. Vous avez devant vous des dizaines de codes, à la fois des transcrits et des codes du dossier d'instruction qui font non seulement référence à l'effectivité de l'exécution de Ambing, mais également qui attestent que Bichara Djibril Ahmad est le seul rescapé. Et si vous regardez les nombreuses listes qui sont dans D27.1 à D27 infini, qui sont des dizaines de codes, vous verrez là dans la liste des prisonniers de guerre, toutes les personnes qui avaient été capturées au niveau de Faye Larzo, et vous verrez le nom de Bichara Ahmad y figurer. Donc sur ce point, Monsieur le Président, je clôt les débats. Je vais m'en tenir avec vous sur l'exécution, ce qu'on appelle l'exécution des ministres et cadres militaires du GUNT à Faye Larzo. Beaucoup de documents du dossier ont fait état de cet incident majeur. Le parquet a estimé, en toute objectivité, qu'il n'y a pas un élément, un acte positif qui peut être rattaché directement à la personne d'Abré dans la commission de ces faits. C'est la raison pour laquelle on a mis cet incident sous l'angle de la responsabilité d'Abré en qualité de supérieur hiérarchique. Et mon prédécesseur tout à l'heure vous l'a dit, la présence d'Abré à Faye Larzo, courant juillet-août 83, ne fait l'objet d'aucune contestation. D'ailleurs, la défense n'a même pas cherché, dans ses conclusions finales et additionnelles, à contester l'effectivité de la présence, parce que cette présence a été même matérialisée par une photo qui est versée tant aux pièces du dossier, mais aussi qui a été relevée de façon pertinente par l'expert Dingamadji dans son rapport de contexte historique qui fait l'objet de la cote des 1235. Donc, sur ce point, Monsieur le Président, je ne vais pas insister outre mesure. Maintenant, la parade de la défense a consisté tout simplement à dire on n'a pas vu les corps, on n'a pas vu les cadavres des personnes tuées, ils n'ont pas été retrouvés sur les lieux. Mais Monsieur le Président, je me pose la question de savoir depuis quand un exécutant de crime odieux cherche un témoin dans le cadre de la commission de son forfait. Dans quel pays et dans quelle juridiction et dans quelle organisation criminelle
on peut trouver une personne qui va chercher des témoins ou bien qui va chercher des images dans le cadre de l'exécution de son forfait. Les crimes les plus graves se commettent de la façon la plus furtive. Ces crimes de masse qui consistent à exécuter des dizaines de personnalités de ces rangs ne pouvaient pas avoir de témoins. Et la circonstance a aidé parce que tout simplement, figurez-vous que ces ministres ont été exécutés dans une maison. On ne peut pas aujourd'hui les considérer comme des prisonniers de guerre. C'est des civils qui n'ont nullement pris part aux hostilités. Ils n'ont pris aucunement part au combat. Ils étaient en train de tenir une réunion dans un domicile. Parce que, Monsieur le Président, rappelez-vous que le Gunt a occupé Faye-Largeau depuis la première offensive. Et en ce moment, on parlait même de la libyanisation du BET. Tout le BET, les régions de la ville de Faye-Largeau, la ville de Bata, les villes de tout le Tibesti, le Borno Enedi Tibesti étaient occupés par les forces donc, de Gougouniwede. C'était la libyanisation du nord du Tchad. Donc, le gouvernement avait légitimement des raisons à s'installer au niveau de Faye-Largeau, pour ville que Abré tenait beaucoup, parce que tout simplement, c'était sa ville natale. Et le procureur général l'a dit, vous l'a dit, la radio officielle du gouvernement du Gunt a été installée à Bardaï. Et l'accusé a tout fait pour interdire l'écoute même de cette radio constituée un crime à saisir. Donc, l'effectivité de la présence des ministres du Gunt à Faye-Largeau pendant la période juillet-août 83 ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Et le témoin Garonde Djarma, qui est un ancien du Frolinat, qui a partagé le Frolinat avec M. Abré, qui connaît très bien M. Abré, vous l'a dit dans sa déposition et dans la cote de sa déposition qui est le A133. Garonde Djarma vous dit que lors de la contre-offensive, effectivement, les ministres du Gunt étaient là-bas. Il est témoin oculaire des faits. Ils étaient là-bas et ils étaient en train de tenir une réunion dans un domicile privé. Lorsque les fans sont venus, parce qu'ils les ont attaqués par surprise, ces ministres avaient été dénoncés par une dame qui avait signalé leur présence dans la maison. Les fans n'ont pas mis de temps pour faire irruption dans la maison. Ils ont pris ces ministres qui sont considérés au sens des dispositions de la Convention 3 de Genève de 1949 comme des civils protégés par ces dites conventions. Ils ont été capturés, emprisonnés temporairement avant d'être exécutés. Et d'autres témoins ont été beaucoup plus précis en disant que la liste même de l'exécution a été dressée par le président Abré, qui était là-bas au moment des faits. Donc, Monsieur le Président, cela constitue des preuves que ces ministres ont été tués. Et le même témoin, qui a été confirmé par d'autres, dit en même temps que lorsque le 9 août 1983, parce que la bataille de Faye-Largeau qui a été sanctionnée par la reprise de la ville de Faye-Largeau par les Fantes a presque pris fin le 30 juillet 1983. 9 jours après, les forces du Gunt ont fait une contre-offensive et ont repris la ville. Et mon prédécesseur vous l'a dit tout de suite, le président s'est sauvé encore une fois à bord d'un avion de la Croix-Rouge. Donc, lors de cette attaque, les membres du Gunt sont venus. À leur grande déception et à leur grande surprise, ils ont trouvé les cadavres de ces autorités jetés à l'entrée de la ville de Faye-Largeau par les éléments du FANT en guise donc de signe de la défaite des forces du Gunt. Donc, Monsieur le Président, il ne faut pas que la défense nous dise qu'on n'a pas trouvé de corps. Il ne faut pas que la défense nous dise qu'on n'a pas trouvé de preuves ou d'actes attestant la mort de ces personnes. Les témoignages suffisent, nous sommes en matière pénale. La preuve peut être apportée par tout moyen. On n'a pas besoin ici d'exiger que ces corps soient retrouvés pour dire que ces personnes sont mortes. Quand des déclarations concordantes sont faites par des témoins de première génération qui ont assisté à des scènes dont certains sont des combattants ayant pris part aux hostilités, d'autres des autorités de bonne moralité, on ne peut plus douter sur la sincérité donc, de ces déclarations. Et pour vous conforter mon argument selon lequel ces dires sont vrais, les listes de ces personnes tuées ont été dressées par des organes et des témoins différents, mais heureusement Dieu fait bien les choses, les noms se recoupent à chaque fois. Et la première liste qui a été dressée, c'est dans D1201, dans l'audition de Facho Balam. Il a été dit
également, vous pouvez retrouver des traces dans le transcrit numéro 5 à la page 7 et à la ligne 22-23. Vous avez, la même déclaration a été répétée par le témoin Souleymane Nguengeng. Donc, il y a une pluralité de listes de codes que je n'ai pas besoin de vous lire, qui disent la même chose. Ils disent que les victimes sont Mohamed Nour Adam Barka, ministre des Affaires étrangères, Mohamed Saleh Abdel Moula, ministre de l'Intérieur du Gountou, Mohamed Omar Kabrata, ex-ministre de l'Intérieur, Ebemir Thomas, secrétaire d'État aux Finances, Oudama Tchombi, Mohamed Hamid, chef du protocole du président de Gokuniwede, Ramadan Mata Ben Mata, journaliste, Al-Khali Mohamed Maka, journaliste, Galmay Yousombi, qui était magistrat et qui a été secrétaire d'État dans le gouvernement du Gountou, Adoum Gouemourou et Issa Ahmed Issa. Ça, c'est les premiers témoins qui l'ont dit dans le cadre des dépositions qui ont été faites dans l'exécution de la commission rogatoire internationale. Mais d'autres témoins ont fait état de ces listes également. Sans se rencontrer ni se connaître, ils ont repris les mêmes noms. Garonde Diarma, que j'ai cité tout à l'heure, a décrit nommément ces mêmes personnes et en précisant les fonctions que chacun occupait dans le gouvernement du Gountou. Et il va plus loin, Garonde Diarma, en disant que ces personnes étaient connues de Hissène Habré. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous bien, Monsieur le Président, Hissène Habré était le premier ministre du premier gouvernement du Gountou. Et les membres de ce gouvernement qui ont été tués sont les membres du troisième gouvernement. Donc il les connaissait. C'est des gens avec qui il a travaillé. C'est des gens qu'il avait l'habitude de donner des instructions. C'est des gens avec qui il a partagé la solidarité gouvernementale. Et c'est des gens à qui il avait confié l'exécution de sa mission, de sa déclaration de politique générale en sa qualité de Premier ministre. Mais il n'a pas eu de gêne, il n'a pas eu de regret, il n'a pas eu de remords en demandant et en assistant à l'exécution de ses anciens collaborateurs qui lui ont été toujours fidèles et dont le seul tort est d'avoir choisi un camp ennemi, un camp adverse qui est le camp des forces du Gountou, dans lequel lui-même il fait partie des membres fondateurs et des anciens dirigeants. Donc, Monsieur le Président, voilà les deux incidents qui sont constitutifs de crimes de guerre, oui, commis par qui? Par les fantes, parce que les pelotons d'exécution, aussi bien à Ambing qu'au niveau de Faye-Larzo, ce sont les fantes. Ça a été répété, redit plusieurs fois. Les fantes relèvent de la responsabilité et de l'autorité du président de la République. Nous allons le démontrer tout à l'heure. Mais je voudrais tout simplement vous dire que ces deux incidents ne constituent que l'appendice, pour ne pas dire l'inventaire, d'un ensemble de crimes de guerre commis dans les mêmes contextes. Mon collègue Diallo va revenir tout à l'heure avec vous sur d'autres incidents qui ont été commis de la même façon, des événements de Calais, les exécutions des prisonniers de guerre à Calais, à Amchalouba et à Abéché, parce que le Gountou a d'abord attaqué Abéché avant de procéder aux attaques successives de Faye-Larzo et de Biltine. Donc, Monsieur le Président, ce ne sont que des exemples d'incidents qui ont été choisis pour éclairer votre conviction par rapport à la culpabilité de l'accusé par rapport à ces crimes, mais en sa qualité de supérieur hiérarchique. Nous allons maintenant essayer de vous donner quelques éléments, compte tenu du temps, sur l'imputabilité, les éléments d'imputabilité de ces crimes par rapport à Hissène Habré. D'abord, pourquoi Hissène Habré est responsable? Il est responsable, il était le président de la République. Dès son accession à la souveraineté nationale, Monsieur le Président, Hissène Habré a procédé à ce qu'on appelle l'élaboration d'un acte qui s'appelle l'acte fondamental. Parce qu'à l'époque, le président voulait changer la constitution tchadienne, mais il n'avait pas le temps de le faire. Et je ne sais pas si c'est à dessein ou pas, mais il avait mis en place un acte qu'il faisait valoir comme constitution. C'est l'acte fondamental qui a été adopté donc, en 1982. Dans cet acte fondamental, qu'il a fait élaborer par le CCFAN, le comité consultatif, qui était donc sous ses ordres, il s'est octroyé des pouvoirs exorbitants, des pouvoirs énormes. Mais ce sont ces pouvoirs qui vont le perdre, parce que ce sont ces pouvoirs qui seront aujourd'hui utilisés comme des éléments de preuve démontrant tant bien le lien de subordination que l'autorité qu'il exerçait
sur les auteurs de crimes graves commis par ces éléments. Donc, dans l'acte fondamental, Monsieur le Président, je vais vous citer quelques articles qui démontrent les pouvoirs de Hissène Habré sur toutes les institutions de la République, mais également sur, plus précisément et plus particulièrement sur les forces armées. Et je vais diviser ça en deux parties. La première partie, ce sont les pouvoirs initiaux de M. Hissène Habré. Donc, le Conseil du commandement des forces armées du Nord, CCFAN, a fait signer à Hissène Habré lui-même, le 29 septembre 1982, cet acte lui donnant ses prérogatives. L'article 5 de cet acte dit « Le président de la République est le chef suprême des armées et de l'administration ». L'article 9 dit « Le président de la République, chef de l'État, nomme aux autres fonctions militaires et civiles par décret pris en Conseil des ministres ». L'article 10 dit « Le président de la République, chef de l'État, négocie, signe et ratifie les traités, conventions et accords internationaux. Il est le garant du respect des traités, conventions et accords internationaux. » Parmi ces accords figurent les 4 conventions de Genève et le protocole additionnel que le Tchad avait ratifié sous son magistère, même avant son magistère. Donc, lui-même, il s'arroge lui-même les éléments de preuve de sa culpabilité en étant le garant de l'application de ces conventions que ces forces ont violées délibérément sur sa connaissance et parfois même sur ses instructions. L'article 21 dispose que sous l'autorité du président de la République, chef de l'État et du gouvernement, l'armée nationale a pour tâche de défendre l'indépendance et l'unité nationale, la souveraineté, l'intégrité territoriale, la sécurité du pays et de préserver la subvention de toute agression. Et dans la deuxième partie, que je vais intituler « Renforcement des pouvoirs militaires », au cours d'un remaniement ministériel intervenu le 24 juillet 1984, Habré, le ministère de la Défense nationale des anciens combattants et victimes de guerre a été supprimé par la création du ministère délégué de la présidence de la République chargé de la Défense nationale des anciens combattants et victimes de guerre. Et c'est le décret numéro 298 per Cap 84 du 24 juillet 1984 portant remaniement interministériel. Monsieur le Président, je ne vais pas m'appesantir sur ces éléments qui peut-être ont été développés ou seront développés ultérieurement compte tenu du temps. Mais donc, je vais tout simplement accélérer mon intervention en vous entraînant un peu sur la connaissance effective et la connaissance potentielle de M. Hissène Habré par rapport à ces crimes. Et je me limiterai tout simplement à vous donner quelques éléments. Donc, en vertu de cet article 5 de la Constitution tchadienne appelé acte fondamental, Hissène Habré était non seulement chef de l'État, mais aussi chef suprême des forces armées. Les FAN dépendaient ainsi directement de Hissène Habré, qui en était l'autorité suprême. Donc, M. Ousmane Abakar, combattant du Goun, a affirmé avoir vu cette autorité suprême des forces armées du Tchad lors donc, des conflits qui sont survenus au niveau de Faye-Largeau. Saleh Younous, qui est un témoin de insider, a déclaré devant le juge d'instruction belge, en parlant des prisonniers de guerre, a déclaré devant la commission d'enquête plutôt, ces opérations, ou plus exactement les exécutions, étaient toujours ordonnées par le président Hissène Habré et exécutées souvent par Issa Arouaï, Mohamed Djibril El Djonto, chef du service contre-espionnage et coordonnateur de la direction de la documentation. Un autre témoin de contexte, Sabré Ribé, chef du service de la DDS, sous le régime de Habré, a reconnu devant les juges d'instruction que sous le régime de Hissène Habré, je confirme que les gens mouraient en prison après leurs interrogatoires parce qu'ils sont entassés dans des cellules exiguës. Je tiens à préciser que nous faisions le travail d'État. Nous recevons les ordres du chef de l'État, le président de la République, parce que toutes les fiches lui parvenaient quotidiennement. Et sur ces ordres que nous agissons, et personne ne pouvait poser un acte sans son ordre. C'était le chef. Ce chef est Hissène Habré. Donc j'en passe. Les exemples sont nombreux, j'en passe. Donc, Monsieur le Président, l'absence de mesures de prévention ou de répression est claire. Habré, vous pouvez dire qu'il n'avait pas, ne peut pas dire devant la Chambre qu'il n'avait pas de prérogatives. Il avait des prérogatives qui sont consacrées, que je viens de lire, mais en plus de cela, Monsieur le Président de la République, dans tous les États du monde, le Président de la République, il a un pouvoir réglementaire exorbitant. Il nomme à tous les emplois
il était régulièrement informé des exactions commises par ces éléments par les chefs de commandement. D'abord, au Tchad, personne n'était nommé sans Habré. Tous les chefs de commandement étaient nommés par lui, tel qu'en atteste, tel qui a été relaté à la page 48 des réquisitions finales. Lui, étant détenteur d'un pouvoir réglementaire, la moindre des choses, c'était au moins de prendre un acte parallèle et de démettre l'auteur des crimes commis de ses fonctions, au moins à titre de mesure de prévention. À défaut de prendre des sanctions, il ne l'a jamais fait. Et le seul cas sur lequel on a insisté pour vous dire que monsieur le Président, M. Habré a sanctionné, ce cas, à mes yeux, s'analyse beaucoup plus à un crime contre l'humanité. Quand M. le Président donne des instructions à l'exécution, tendant à l'exécution d'un commandant de brigade et son adjoint, quelle que soit la gravité des fautes commises, le principe de la légalité des crimes et des délits, mais également de la légalité des procédures, voudrait que ces personnes puissent être traduites devant les juridictions compétentes, jugées avant d'écoper de la peine donc encourue. Rien n'a été fait. Sur une simple fiche de renseignement, ordre a été donné par Habré d'exécuter le commandant de brigade et son adjoint dans une localité, et cette exécution a eu lieu publiquement. Ça a été rapporté ici par plusieurs témoins, parmi lesquels le nommé Ressa. Donc, voilà l'absence de sanctions, l'absence de mesures de prévention, tous les éléments constitutifs de la responsabilité individuelle de Hissène Habré en qualité de supérieur hiérarchique sont réunis. Je vais conclure sur 2 mots. Le premier mot, Monsieur le Président, Monsieur les juges, je vous demande de ne pas tomber sous le charme de la victimisation. Tout au long du procès, M. Hissène Habré a tenté à faire croire qu'il a été trahi par la France, qu'il a été trahi par la France-Afrique, qu'il a été vendu, que ses adversaires ont été soutenus par la France, qui l'ont combattu, qui l'ont chassé du pouvoir. Il ne peut tromper personne par rapport à ces faits. L'histoire a démontré que M. Hissène Habré, président de la République, d'abord, avant d'être président de la République, dans le cadre de sa guérilla, a toujours bénéficié du soutien de la France, du soutien en logistique, du soutien en finance, du soutien en matériel et en armes de guerre. Et c'est grâce au soutien de cette France qu'il a eu à accéder au pouvoir. Et durant tout le temps qu'il est resté au pouvoir, il a eu une bonne coopération entre la France et le Tchad. Seulement, quoi qu'on dise, quoi qu'on puisse dire sur la France-Afrique, la France-Afrique ne pourrait tolérer que des présidents continuent à opprimer leur peuple et à marcher sous les honneurs de drapeaux ensanglantés, de drapeaux ternis de rouge vif, de rouge sang vif, contraire à la couleur de rouge sombre qui a été choisie par le président Tombol Baye lors de l'accession du Tchad à l'indépendance en 1962. Donc, Monsieur le Président, il ne faut pas tomber sous le charme de ces déclarations du témoin qui tente à se faire victimiser. Je vais terminer tout simplement mon propos sur la déclaration qui a été faite. Je vais tout simplement terminer mon propos sur la déclaration qui a été faite sur le devoir de protection, Monsieur le Président. Le devoir de protection des prisonniers de guerre est un devoir sacré. Il faut que les gens arrêtent. Depuis que la guerre a été civilisée, depuis que les règles du droit humanitaire ont conçu et imaginé la guerre civilisée, personne n'a plus le droit de traiter un prisonnier de guerre comme un gibier. Et à la limite, si on dit vrai, les fantes sous le régime d'Hissène Habré ont toujours considéré les captifs de guerre comme des gibiers qui peuvent être grillés, tués, torturés et maltraités. Et sur ce rapport, Elio Di Rupo, Premier ministre du Royaume de Belgique, pays où les armes chimiques ont été utilisées pour la première fois dans un conflit armé pendant la Première Guerre mondiale, lors du débat général de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies, s'adressant à ses collègues, disait ceci: au sein des Nations unies, nous avons tout pour agir, alors que ceux qui luttent sur le terrain, c'est-à-dire les combattants, n'ont souvent que leur courage pour subsister. Nous devons donc faire en sorte de les protéger afin de les extraire des exactions commises par ces auteurs de crimes de guerre. Sur ces mots, Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention tout en retournant la parole à Monsieur le Procureur général. Je vous remercie. Monsieur le juge, au nom du parquet général, rassurez-vous, je vous dis tout de suite que je n'ai pas pris le choix, je n'ai pas fait le choix
ni pris le parti d'y aller au pas de course, mais je vais faire preuve d'esprit de synthèse en tâchant de ne rien omettre d'essentiel pour essayer d'étayer l'accusation que nous avons essayé depuis ce matin d'articuler contre l'accusé Hissène Habré, qui comparaît devant votre auguste formation pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Je m'en vais avec vous examiner ce qui s'est passé au niveau du Sud. Le Sud, quand on en parle, l'expert Arnaud Dinguemadji nous mettait en garde en disant, en réalité, il ne faut pas penser que le Sud, en prenant la carte, c'est toute la partie méridionale du Tchad, mais c'est essentiellement l'extrême sud du pays, parce qu'il faut prendre soin d'y exclure une partie du Chariba-Girmi, le Salamat, et se concentrer sur les 5 préfectures, à savoir le Mayo-Kébi, les 2 Logones orientales et occidentales, la Tandjilé et le Moinchari. Je vais examiner en fait, depuis son arrivée ou son accession au pouvoir, le 7 juin 1982, vous saviez que Hissène Habré, vous l'avez remarqué en tout cas dans les pièces du dossier, s'est rendu compte que son pays était en réalité amputé d'une grande partie de son territoire, à savoir le Sud. Parce que dès 1979, le Tchad est un sujet de conflits internes atroces. Un des vice-présidents de Gounta, à savoir Ouadel Kader Kamougué, avait pris le parti ou avait fait le choix de se retrancher au sud avec ses hommes des FAT, les forces armées tchadiennes, pour former un organe politico-administratif appelé le comité permanent dont il assurait la présidence et dont le siège était à Moundou, dans le Logone occidental. Et là, quand il avait pris le pouvoir, il ne faut pas qu'on se dise qu'il avait attendu. Après, contrairement à moi, y allait au pas de course. L'expert Arnaud Dinguemadji disait que dès juillet 1982, il a été remarqué au sud la présence des FAN, je dis bien des FAN, les forces armées du Nord, qui n'étaient pas, à l'époque, les forces armées nationales du Tchad, parce que, issues d'une formation politico-militaire qui avait au forceps, à travers des combats à partir de l'est du Tchad, qui a pu conquérir le pouvoir et s'installer le 7 juin 1982. Déjà, dès juillet, des forces étaient remarquées au sud. Je n'en veux pour exemple que l'un des témoins que vous avez entendus devant votre bar, à savoir Maïtolel Daoussin Timothée. Ce monsieur qui se trouve être un chef de l'atelier de pompe à injection de l'huilerie de Moundou a dit devant votre bar qu'il a été victime en septembre 1982 d'exactions. Lui, il n'a pas pris de gants, il a dit d'hommes de forces armées d'Hissène Habré, parce qu'il avait tout à fait raison. Et ces forces l'avaient passé à tabac dès septembre 1982. Tout à l'heure, mes collègues qui m'ont précédé ont essayé de voir exactement à travers cette prise de pouvoir quels sont les actes majeurs que Habré a eu à poser. Le premier acte d'ordre juridique, c'était en 29 septembre 1982, quand il a pris un acte fondamental, en réalité, du Conseil de commandement des forces armées du Nord, qui avait pour sigle ou pour devise vaincre ou mourir, un acte fondamental qui servait de constitution et qui faisait de lui le chef, non seulement le chef de gouvernement, mais aussi le chef suprême des armées.
Et dans ce cadre bien précis, ce n'est pas pour rien, pour reprendre l'expert de contexte, qu'à partir du 7 juin 1982, on peut considérer que l'accusé Habré était le seul capitaine à bord du navire Tchad. Il en avait la destinée. Il avait les coups de franche. Surtout qu'il était à la tête non seulement d'un organisme, d'un organe politique, à savoir le CCFON, mais il avait aussi les forces armées dont il avait la maîtrise. Et ce qu'on a remarqué, c'est que par rapport au Sud, tout de suite, il y a eu un déploiement massif de ces forces, tant militaires que civiles. Parce que le régime avait au début tenté, par Habré, de voir avec le président du comité permanent, Wadel Abdelkader Kamougué, s'il était possible, au nom de la réconciliation, de trouver une solution par rapport au problème du Sud. Moi, je préfère du Sud, hein, du Sud. Vous ne m'entendrez jamais dire de population sudiste, parce que la nuance est importante. Parce que quand on dit sudiste, on penserait à une connotation sécessionniste, alors que les sudistes n'ont jamais demandé l'indépendance, mais ont toujours, assumé leur appartenance à l'État unitaire et laïque du Tchad. Ceci est important, j'y reviendrai, en dépit de l'existence de ce qu'on appelle communément les comités anti-Habré ou les CODO. C'est un détail assez important et qui a son pesant d'or. Et ce qui s'est passé, toutes ces forces, je veux dire les FON, qui sont transformées un 29 septembre ou un 30 décembre 1982 par une ordonnance du président de la République en forces armées nationales du Tchad pour en faire, disons, une armée nationale, étaient déployées au Sud. Vous avez la garde présidentielle. La garde présidentielle, comme le disait un peu l'expert militaire, Jean-Baptiste Zansimvoura, il disait pertinemment d'ailleurs que la garde présidentielle était une armée dans l'armée du Tchad. Parce que composée d'hommes essentiellement d'ethnie Goran, mieux équipés, mieux payés, qui étaient à la solde unique du président Habré. Et ça, c'est tout à fait établi. L'expert militaire l'a démontré pour dire que finalement, à travers l'analyse des textes les textes qu'il avait examinés, il n'a pas remarqué l'existence formelle de cette force, mais cette force quand même existait au niveau du Sud. Vous avez la fameuse DDS, celle-là qu'on qualifiait de machine à happer les personnes humaines ou les vies humaines. Vous avez son appendice, la brigade spéciale d'intervention rapide. Vous avez l'UNIR qui avait un commissariat à la sécurité, un commissariat qui est éclaté en comités locaux, qui avait pour mission de veiller et, disons, qui était pourvoyeur de renseignements à la DDS et aux autres organes de renseignement. Vous avez les renseignements militaires, mais surtout, et ça je le dis en insistant là-dessus, aucun moyen n'a été lésiné, n'a été épargné. Vous allez remarquer, même le tissu économique local ou national, les industries, je veux dire Coton Tchad au niveau de Moundou, la Sonasud au niveau de SAR, dans le moyen Chari, les moyens étaient déployés au service de cette répression. Je n'en veux pour preuve que le fait que même pour rassembler les codos au niveau de la ferme de Delhi, c'était les camions de Coton Tchad qui ont été utilisés. Bandim, un témoin de contexte, un, disons, tortionnaire, je ne dirais pas un tortionnaire parce qu'il s'en défend pertinemment, je dirais un ancien agent de la DDS s'en défend. Il disait quand il était à Léré c'est dans le Mayo-Kébi, à la frontière camerounaise, pour procéder à des interpellations, il avait remarqué la présence d'un dirigeant Kodo, un Kodo Loctan, Kaye Jacob. Madi Kaye Jacob qui a été interpellé, et il disait que pour son transfert
à N'Djamena, un avion s'était déplacé. C'était un avion de la SONASUD, la Société nationale sucrière du Tchad, qui s'était déplacé pour aller chercher ce Kodo, ce leader Kodo. Donc tous les moyens étaient, disons, déployés. Et à travers ces moyens déployés, l'expert de contexte nous a entretenus en disant que finalement, à travers ses recherches, il avait l'impression que les forces tchadiennes dirigées par Habré, qui étaient installées à N'Djamena, n'avaient qu'un seul objectif, c'est-à-dire procéder à des exactions, se comporter comme une armée d'invasion. Et là, je m'en vais mettre les curseurs sur des événements majeurs qui se sont passés au sud, des événements qui ont, disons, émaillé le sud, et cela depuis 1984 jusqu'en 1987. Je n'en veux pour preuve que l'exécution de Kodo et autres civils dans la ferme de Déli. Et ça, c'était en septembre 1984, alors qu'ils étaient en phase de négociation, après une première délégation gouvernementale dirigée par Djidingar Dono Ngardoum, qui était un ministre d'État, un chef coutumier du Moyen-Chad bien respecté au sud. Malgré la présence de cette disons, délégation gouvernementale qui était partie pour négocier, un incident majeur s'est passé dans la forme de Déli. Une ferme, je voudrais même qu'on ait, disons, une projection un peu aérienne de cette ferme pour voir que c'est une ferme qui se trouve dans le Logone oriental, dans le Logone occidental, près de Moundou, à une trentaine de kilomètres de Moundou, près du village de Déli qui est un chef-lieu de canton. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Des Kodo y étaient rassemblés à la suite de négociations. Et dans ce cadre, nous avons eu à entendre Ngarhamodi Ndoumdande, qui était le chef adjoint de la ferme, Laokura Mbaye Ndjibé, qui est un peu l'observateur de la ferme, une ferme étatique qui fait 975 hectares. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors que les Kodo étaient là, il y a un chef militaire qui était venu apporter, ils étaient même entretenus par l'État. Subitement, ce 17 septembre 1984, des militaires débarquent à la suite d'une petite altercation sur le dépôt d'armes de quelques Kodo, mais alors s'est déclenchée une furie militaire terrible parce que ces Kodo qui étaient sans armes ont été tout à fait fusillés, rafalés par des militaires, nous dit-on, des fentes qui les ont massacrés dans la ferme de Déli. Le mot massacre n'est pas très fort. Si le massacre se définit comme le fait de tuer sauvagement un nombre important d'êtres humains en infériorité ou en faiblesse, on peut bel et bien parler de massacre. Deux témoins majeurs, le chef adjoint de la ferme, l'observateur de la ferme, ont eu à dire que beaucoup de personnes ont été victimes. Même le personnel de la ferme, qui s'était retranché dans des bureaux, n'ont pas été épargnés. Alamadji Ndingibé, le chef de la ferme, Bondaï Émile, dont le fils Hubert Émile a été entendu par les juges d'instruction au niveau de N'Djamena, qui disait que son père faisait partie effectivement des victimes. Son père était un agent d'agriculture. Il y avait aussi Chang Mamadi, agent technique d'agriculture, Belengar Etienne, qui était conducteur de travaux, Laou Duclisson, Dakobey Nahamel, Jacques Yalingar, Dirimangay Doumnande, James, j'en passe. Et même, il y avait un fils, le fils du chef adjoint de la ferme, qu'il appelait affectueusement devant votre bar, François, qui est décédé. On ne s'est pas limité à des preuves testimoniales. Les juges de la chambre d'instruction ont pris le courage, alors que parfois on n'observe pas ce traitement au niveau des juridictions internationales pénales, ont pris le soin de nommer des experts qui se sont transportés au niveau de la ferme, qui ont eu à faire des prospections, des excavations et qui ont eu à retrouver des corps, 21 corps qui ont été retrouvés
dans la ferme de Dili et dans ses environs. 21 corps. Et cela est tout à fait établi. Et à travers cette excavation de ces corps, notamment dans l'une de ces fosses, on a trouvé des corps avec des objets associés. C'était des balles, des pièces de monnaie, tous éléments, selon les experts qui ont comparu devant votre bar et qui ont déposé, l'équipe de 6 experts de plusieurs nationalités. Il y avait des Argentins, il y avait un Français, même une Sud-Africaine, Claudia Bissot. Et vous voyez donc, dans ce cadre bien précis, il y a eu des objets associés essentiellement composés de balles calibre 7,62. Ça a longuement été discuté devant votre bar et cela vient corroborer les déclarations des témoins qui disent effectivement qu'il y avait des militaires qui étaient venus tuer ces codes sans armes. J'ai vu que la défense, dans son mémoire de défense, disait qu'en réalité, il ne s'agissait pas de massacre, il s'agissait d'échanges de coups de feu et qu'en réalité, il n'y avait pas beaucoup de victimes parce qu'on avait trouvé juste quelques tombes. Vraiment, respectons un peu les victimes. Vous savez, en matière de crimes de masse, les gens ont pris le soin de faire des excavations. On a trouvé un échantillon très révélateur de ces crimes qui ont été commis dans la ferme de Dili et c'est tout à fait suffisant. Maintenant, libre aux commentaires qui ne sont pas du tout pertinents parce que non basés sur des éléments probatoires précis, mais qui se limitent à fustiger, disons, la crédibilité de ces éléments objectifs qui ont été retrouvés dans la ferme de Dili. Après un travail minutieux des experts, une équipe qui avait des archéologues, des anthropologues légistes, des balisticiens. Donc, il y avait une équipe pluridisciplinaire qui a eu à faire un travail fastidieux pour, disons, essayer de découvrir, conformément à l'ordonnance qui les commettait, des éléments objectifs pouvant asseoir le massacre de la ferme de Dili. Et bien des années, pratiquement un an après, on a remarqué un autre événement majeur au niveau de Ngalo. Ngalo, je n'en veux pour preuve que Neldi Ouamaronga, qui a pris soin de nous localiser géographiquement son canton, en disant que le canton Ngalo est limité au nord par les sous-préfectures de Bedeya et de Bessada, à l'est par les cantons Belimba et Bekanba, à l'ouest par la sous-préfecture de Bebero et au sud par la sous-préfecture de Moïsala. Il disait en substance que Ngalo était situé sur l'axe principal qui va de Bedeya à Moïsala. Qu'est-ce qui s'est passé à Ngalo? Monsieur le Président, les témoins qui ont été entendus, messieurs les juges, ont dit que subitement, un 25 juillet 1985, ils ont remarqué la présence de militaires dans le village. Ils étaient venus à pied. Alors que d'aucuns essayaient de se sauver, ces militaires leur ont demandé de venir, de répondre à leur appel, de venir à la place publique. Et quand ils sont venus, les militaires en ont tout simplement ligoté une bonne partie, à peu près 70, qui ont été amenés à 150 mètres du village et qui ont été exécutés sommairement. Je dis bien sommairement. Et comme si cela ne suffisait pas, ces militaires ont aspergé de l'ULV qui est un produit inflammable, sur ces corps pour y mettre le feu. Le témoin a déclaré d'ailleurs que dans ce cadre bien précis, notamment de Minga Alta, certainement, un des responsables disait que beaucoup de personnes sont décédées des suites de ce feu, qui ont été tout simplement, disons, brûlés par les feux, tout à fait transformés. Et je rappelle qu'à Ngalo, les experts argentins ont été là-bas pour voir exactement comment les faits se sont passés
Et dans ce cadre bien précis, les faits sont tout à fait établis parce que Diminga Alta disait qu'il avait dénombré 73 morts lors de la première attaque de Ngalo. Parce que je rappelle que Ngalo, ce n'était pas, disons, une première attaque. Il y avait d'autres attaques dans le village, mais les populations étaient restées sur place, croyant que c'était terminé. Je reviendrai dans le cadre de Ngalo pour dire que finalement, un seul rescapé, Ngemanji Klengar, a eu à recevoir une balle à la hanche. Il a eu à déposer pour, disons, essayer de vous dire comment ça s'est passé pour effectivement venir conforter les déclarations de Diminga Khalta qui s'était réfugié dans un puits à côté de sa case, un puits qui servait de poubelle. Et dans ce cadre bien précis, ça allait trop vite. On peut dire que les forces gouvernementales y allaient partout, partout dans le sud. À Koumra, on a eu à remarquer des exécutions sommaires de personnes. Koumra, qui était un chef-lieu de sous-préfecture dans le Moyen Chari, il y a eu des personnes, et on nous dit souvent que dans le sud, c'était des cadres qui étaient visés. Et il y a eu beaucoup d'exécutions, et dans ce cadre bien précis, il faut qu'on soit, disons, bien précis, parce que Djotodia Prosper Klandoumbé disait que le médecin-chef central de Koumra a été arrêté et exécuté. Il y a eu d'autres personnes qui ont été exécutées à Koumra, et les experts y étaient partis pour voir. Ils ont même fait des excavations à ce niveau-là, et il y a eu même des tests ADN qui ont été faits pour essayer de voir exactement le lien de filiation qui existerait entre les témoins et, disons, certaines personnes déclarées mortes après le passage des éléments armés des forces, notamment des FANT ou de la DDS ou de la garde présidentielle. Et Baningar Kassala, qui n'a pas malheureusement comparu devant votre bar après de multiples programmations, disait que, en fait, il était agent de liaison, que Yalde Samuel, ancien gendarme d'état-major, ont confirmé qu'Israël, un infirmier qui travaillait dans une structure, a été lui aussi assassiné. Il y avait Bonda Emile, Alifa Ngaïsam, Alifa Ngabay Sambou, qui se trouve dans le rapport des experts, et j'en passe. Il y a aussi le cas de Maïdigue, Maïdigue qui est une localité qui n'est pas loin. Les militaires, je n'en veux pour preuve que la côte des 2085, Ngarderio Didingar disait que les militaires ont tiré sur lui. Après, lui, il dit qu'il a eu des forces à Maïdigue. Maintenant, je reviens sur le canton de Ngalo. Le canton de Ngalo, on en a beaucoup parlé, notamment avec les dépositions ou la déposition du témoin qui a été entendu dans le cadre de ces incidents, à savoir le témoin Moutede Jimhinga. Moutede, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, j'avais remarqué lors de l'instruction d'audience qu'on s'était beaucoup posé des questions sur sa crédibilité. Mais lui, il vous dit qu'il s'était déplacé, qu'il était de la localité, qu'il avait appris qu'il y a eu beaucoup d'exactions, qu'il s'est déplacé avec un vélo et qu'il a eu, dans le cadre des exactions qui ont été commises dans le canton de Ngalo, il peut dire exactement ce qui s'est passé et il a affirmé que partout dans les villages de ce canton, je rappelle que le canton constitue en réalité la plus petite structure administrative au niveau du Tchad, parce que les chefs de canton étaient dotés de pouvoirs administratifs, donc c'était une petite localité. Et dans cette petite localité, beaucoup de villages, le canton de Bodo, beaucoup de villages ont été touchés, je n'en veux pour preuve que le cas de Maïbo. Mettons le curseur sur le cas de Maïbo. Sur le cas de Maïbo, vous remarquez que ce qui s'est passé est vraiment, je peux dire, énorme, sans laisser, disons, paraître mes sentiments. Mais vous aurez remarqué que les militaires s'étaient comportés comme véritablement des gens qui agissaient avec froideur, le sang-froid. Des militaires qui sont venus dans un village, qui ont demandé à boire, qui ont demandé des cabris, qui ont mangé, qui se sont servis, qui
qui ont bénéficié un peu de l'hospitalité de la population de Maïbo. Et la population avait pris soin de leur indiquer que nous étions de simples paysans. D'abord, notre village, d'ailleurs, on rampe comme des serpents, pour employer un terme symbolique, pour chercher à manger. En dépit de tout cela, avec autant de temps qu'ils sont passés dans le village, ils ont sélectionné 17 individus qui ont été rafalés tout près du village. Avec froideur, sans précipitation. Ça dénote un peu de ce qu'on appelle les forces d'évasion ou tout simplement les forces d'annexion qui étaient venues dans le but de commettre des crimes atroces sur les populations civiles, du simple prétexte de l'existence des codes qu'on recherchait. J'ai insisté tout à l'heure sur les cas d'homicide prévus par l'article 6B du statut des chambres africaines extraordinaires, homicide constitutif de crimes contre l'humanité. Mais vous aurez remarqué que dans le niveau du Sud, il y a eu ce qu'on pourrait appeler les enlèvements et suivis de la disparition. Je n'en veux pour preuve que la déclaration du jeune Djadjimadi Matikotre, ce jeune qui continue toujours à appeler papa, son père Moussa Djadjimadi, qui était le directeur de l'huilerie de Moundou. Au centre de détention, au commissariat de Moundou, par la suite, N'Djamena n'est plus revenu. Djadjimadi Matikotre disait devant votre bar, j'ai vu papa, je lui posais la question, papa, qu'est-ce qui se passe? Il avait la tête enflée. Et quelques jours après, on m'a informé qu'on l'a amené à N'Djamena. Ma mère était partie après cela pour demander après son père. Depuis lors, plus de nouvelles. Je n'en veux pour preuve aussi que quelques exemples de cas d'enlèvement suivis de disparition. Vous avez Wedou Moudjira Jérémy, de 22-32, qui disait que les militaires l'ont interpellé dans le village avec d'autres personnes, ils les ont ligotés, ils ont arraché leurs oreilles avant de piller le village. Miamba Djatol de Djakoy, qui a été entendu ici, a déclaré qu'il a été détenu au niveau de ce qu'on appelle l'abattoir Sahara, qu'on l'a passé à tabac, torturé, n'eût été sa fuite pour allier le nord, il ne sait pas ce qu'il aurait, disons, trouvé. Au niveau de Sarre aussi, Antoinette Mandjéré, la dame que vous avez entendue ici, elle qui était tenancière de bar, la Sarroise, qui a été torturée, parce que tout simplement, elle était partie à la préfecture demander après son frère commissaire qui avait disparu, dont elle n'avait plus de ses nouvelles depuis ce matin. Cette dame a été arrêtée, torturée. Vous avez même, Monsieur le Président, Monsieur le juge, relevé le désarroi dans lequel se trouvait cette dame qui avait comparé devant votre bar et qui disait avoir toujours souffert et qui souffrait toujours de la disparition de son fils, de son frère. Et par-dessus le marché, on la torture tout simplement au niveau du commissariat. J'avais parlé de ces localités en parlant de ces différentes infractions, mais il faudra relever avec nous qu'en réalité, toutes les localités du Tchad étaient concernées. Aucune localité n'était épargnée. Je n'en veux pour preuve que Wantayan, Doboro, Sako, Simaï, Goré, Kelo, dans la Tandjilé, mais aussi le canton de Bodo et même Doba dans le Logone oriental. Je m'attarde sur Kelo. Et Kelo dans la Tandjilé, je mets en exergue l'arrestation d'Adjumoto Djamay. On l'a évoqué tout à l'heure, on l'a évoqué hier ou avant-hier. Un vieux que nous avions vu à N'Djamena, qui se trouvait être à l'époque le maire de Kelo, qui a été interpellé par les gendarmes une première fois, relâché, repris et qui a été transféré à N'Djamena, détenu dans les centres de détention, ou plus exactement dans les prisons secrètes pour se conformer à notre démarche. Il a été détenu
sans qu'il ne sache quels sont les véritables motifs de sa détention. Ce vieux très engagé, très déterminé à comparaître devant votre barre, malheureusement, on l'a perdu en cours de procès, alors que le parquet général proposait même qu'il soit entendu, malgré qu'il soit malade et grabataire, nous le savions parfaitement, qu'il soit entendu par visioconférence. Malheureusement, ce monsieur est parti avec sa vérité. Mais heureusement, l'écrit est là. Comme on le dit souvent, les paroles passent, mais l'écrit demeure, parce qu'ils ont l'avantage de conserver les preuves verbam volant, scripta monant. Les verbes s'envolent, tandis que l'écriture demeure et sert de preuve. Ce monsieur est parti avec sa part de vérité. Donc, Monsieur le Président, aucune localité n'est épargnée. Et nous avions pris le soin de dire qu'au niveau du parquet général, contrairement à ce que les juges avaient conclu dignement dans leur ordonnance de non-lieu partiel de mise en accusation et de renvoi de M. Abré devant votre barre, ils avaient examiné à travers les articles, surtout au niveau des pages 111 et suivants, les événements du Sud en disant qu'il s'agissait en réalité d'un conflit armé, ce qui n'était pas un peu de notre conviction parce que nous estimions qu'il y avait plutôt pas de conflit armé, on l'a développé. Il y avait beaucoup de critères, d'éléments objectifs qui manquent, c'est-à-dire l'intensité des combats, le manque d'organisation des codes qui étaient, disons, des organisations arc-en-ciel. Vous en avez l'espèce de contexte même enrayé en disant qu'il en avait trouvé beaucoup de noms, des panthères, code vert, code rouge, code nadi, code noir, code du Mayokabi, les codes cocotiers, je voudrais citer. Et dans ce cadre bien précis, il n'y avait pas de commandement, les combats n'étaient pas très atroces, tout simplement. Et l'expert de contexte a relevé que dans cette période, en réalité, les périodes de combat ont été très courtes, contrairement aux périodes d'accalmie. Et cela, on n'arrive pas d'ailleurs, quand on examine les faits qui se sont déroulés au Sud, à justifier toute cette furie des militaires, toute cette horde déployée par le régime Habré pour réprimer les populations civiles, alors que nous avions tout simplement des codos qui tendaient des embuscades, qui menaient la guerre économique à travers les champs de coton et l'huilerie de Mundou, qui profitaient un peu de la nature pour s'évanouir après les embuscades. Est-ce que cela était nécessaire? Je dirais tout simplement non. C'était des massacres gratuits, injustifiés et inqualifiables. Mais Monsieur le Président, Messieurs les juges, vous me poserez la question de savoir, et après dans tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Et dans ce cadre bien précis, en essayant de voir à travers l'examen objectif des faits, on a analysé la responsabilité de Habré sous l'angle de la responsabilité du supérieur hiérarchique civil. Voilà un monsieur qui s'est installé en 7 juin 1982 comme chef de l'État, chef suprême des armées. C'était donc l'autorité politique, disons, reconnue au niveau du Tchad, quoi qu'on en dise, qui a été reconnue par l'OIA, qui a été reconnue par l'ONU, même s'il a pris le pouvoir, disons, par la force, et qui a fait une déclaration en 18 juin 1982, qui, disons, s'est installé comme véritablement le chef de l'État. Et il avait la connaissance effective de tout cela. Connaissance effective, nous le dirons en ne se basant pas sur de simples déclarations, mais à travers des éléments. Nous avons eu beaucoup de documents d'EDS. Je n'en veux pour preuve la cote 2761, où on rendait compte de 40 prévenus politiques à bord du véhicule Toyota qui devait être transféré de Mundou au niveau de la zone 11. Vous avez un compte rendu sur les exécutions commises par un groupe d'éléments FANT, un compte rendu fait au niveau de la DDS et qui était adressé au niveau
de la DDS Mundu et qui était adressé au directeur de la DDS de N'Djamena. Nous avons eu beaucoup de comptes rendus qu'on a retrouvés dans les archives. Et dans ce cadre bien précis, on a des éléments tout à fait probants. Compte tenu de l'analyse qu'on a faite du fonctionnement de la DDS, que Habré avait une connaissance effective, non seulement de la tuerie de la ferme de Dili, mais aussi de Ngalo, de Koumra, des villages Ndjola 1, Ndjola 2 jusqu'à Ndjola 3, Begada, Begamian, Bekoy, Maïbo. Et tout cela, il était parfaitement au courant à travers les éléments que nous avons retrouvés dans le dossier. Et je vous dis que ces pièces que je vous cite, ce sont des pièces qui ont été retrouvées non pas au niveau des DDS, des agences DDS locales de Mundu, Sar et autres localités du Mayo-Kébi, par exemple, de Pala ou de Fianka, mais au sein de la DDS à N'Djamena. Ce qui veut dire que l'information est venue jusqu'à la capitale, au niveau du siège central de la DDS. Et pour qui connaît le fonctionnement, comme Banjim le disait souvent, tous les jours, le directeur allait à la DDS, à la présidence pour rendre compte au président. Donc, connaissance effective, c'est vrai qu'on ne le dit pas comme ça, mais on le tire à travers des éléments objectifs. Nous avons la connaissance potentielle. Parce que l'article 10, 4 du statut des chambres africaines met en cause la responsabilité du supérieur hiérarchique s'il avait des raisons de savoir. Ces raisons de savoir, on tire ça de beaucoup d'éléments dans ce dossier. Mike Doddridge, d'ailleurs, disait à travers les actions urgentes d'Amnesty International qu'il ne doutait pas qu'Habré était au courant de ce qui s'est passé. Afrique Nouvelle titrée « Les massacres de Habré », c'est un journal de 1985. Amnesty International, rapport annuel aussi sur les tueries au Tchad. Nous avons un journal La Croix qui disait, et ça je vous renvoie au niveau de la cote des journaux, qui disait 1700 Tchadiens ont fui en conséquence vers la République centrafricaine suite au fait qu'ils étaient en train de vivre entre les morts et les vivants. Donc, Monsieur le Président, tous ces éléments ont été relevés. Et il y a un élément important, c'est-à-dire la conférence de presse organisée par Hissène Habré, conférence de presse qui a été rapportée par InfoTchad qui est édité par l'agence de presse tchadienne, qui était dirigée par Djedé Koutou Garma, que vous avez à entendre ici, qui était au sein même du maquis qui avait rallié N'Djamena. Et Europe 1 avait posé une question par rapport aux exactions du Sud. Et Habré de répondre, nous ne nions pas qu'il n'y ait pas de problème au Tchad. Il y en a, c'est un fait. C'est parce qu'il y a des problèmes qu'on en parle beaucoup. Ces problèmes, nous les vivons depuis longtemps dans une partie du pays. Et effectivement, nous avons tout fait pour qu'il n'y en ait pas de problème dans le sud du pays. Cette partie qui a été épargnée par la guerre qui sévit dans le reste du pays. Nous faisons des efforts considérables depuis 2 ans sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan de l'armée, et je dois dire que ces efforts n'ont pas été entièrement vains. Dans la mesure où beaucoup de dissidents dans le sud du pays, notamment les Kodo, beaucoup d'entre eux ont accepté de répondre positivement à l'appel du gouvernement. Et que beaucoup viennent de quitter le maquis et se retrouvent dans les fentes. Ceci dit, je parcours le document, les accusations d'atrocité, d'arbitraire, de massacre, ce sont là des affirmations gratuites, inacceptables. Ce ne sont pas dans nos méthodes. Et si nous faisons cette guerre, nous ne la faisons pas. Cette guerre nous est imposée. Et nous faisons tout
pour éviter des pertes inutiles. Il y a bien sûr dans cette situation des gens qui ont été arrêtés, qui ont été emprisonnés pour avoir entretenu des complicités avec les fauteurs de guerre. Et ceux-là resteront en prison, ce qu'il dit. Passeront devant les tribunaux, ce ne fut jamais le cas. Et seront jugés en bonne et due forme, jamais. Et il disait que, mais qu'on intoxique, qu'on fabrique des mensonges, ceci est inacceptable. Et d'ailleurs, ces gens qui crient beaucoup feraient mieux de chercher, d'agir pour arrêter la cause de la guerre qui se trouve à Tripoli. Voyez-vous, d'ailleurs, contre Kadhafi, quand les hommes au phosphore sont déversés sur Faya, ils ne disent rien. Vous voyez donc que Hissène Habré, disons globalement, n'ignorait pas l'existence de cette situation au niveau du Sud. Malheureusement, cette connaissance potentielle des atrocités qui ont été commises au Sud, alors qu'il en avait la capacité matérielle, parce qu'il était le chef militaire des armées, il était le chef suprême des forces armées, il n'a pris aucune mesure pour, disons, ni prévenir les atrocités, ni essayer de les arrêter ou tout simplement punir les auteurs. Punir les auteurs, je ne vais pas pour terminer, mais vers la fin, je dirais que pour le cas de Ngalo, c'est bizarre d'ailleurs que la défense accepte pour une fois qu'au niveau de Ngalo, il y a eu des sanctions et essayer de fermer les yeux en disant pour le reste, Habré n'était pas au courant. Ce n'est pas une démarche tout à fait logique. Il était parfaitement au courant. C'est parce qu'il était au courant qu'il avait pris ces sanctions. Ces sanctions, il y en a, parce que là, nous, on refuse le caractère de sanctions qu'on veut attribuer à l'exécution de commandant de compagnie de Koumra et de son adjoint au village de Ngalo. On reprend d'ailleurs les propos de Neldi Moronga qui disait qu'en réalité, c'était un sabotage parce qu'on ne sait pas l'identité de ces personnes, d'où est-ce qu'elles viennent, est-ce que réellement c'était les militaires qui ont été exécutés. Alors, sur le plan juridique, nous disons tout simplement que c'est une exécution sommaire parce que ces personnes n'ont jamais été entendues, n'ont jamais été présentées devant une juridiction pour être sanctionnées, mais cela montre un peu la personnalité de Habré. Monsieur le Président, je termine en disant que pour le mémoire de la défense, nous avons relevé des confusions terribles parce qu'essayer de dire que les chambres africaines, disons, reproduisent les tares ignorantes du décret institué à la Commission nationale, ce n'est pas comprendre ce qu'est une Commission nationale qui a été instituée dans le cadre du traitement du passé, pour reprendre les termes de Louis Voynet, pour rechercher ce qui s'est réellement passé, et commission dont le président a été entendu devant votre bar, qui a fait des déclarations que moi je ne trouve pas haineuses, mais c'était des déclarations tout à fait graves et sincères pour relever la gravité des faits qui ont été relevés à travers ces travaux. Même s'il n'y avait pas ce document, vous savez parfaitement que par ailleurs, les crimes qui ont été commis au sud du pays sont tout à fait parfaitement et pertinemment documentés. Et ce rapport de commission vient tout simplement, disons, argumenter davantage, essayer d'étayer davantage ce dont nous parlons depuis des semaines et des mois. Monsieur le Président, je termine en disant qu'il ne faut pas que la défense essaie de faire une confusion en essayant de mettre le parallèle entre les chambres africaines et les juridictions, la chambre criminelle au niveau de N'Djamena. Ce n'est même pas la même démarche juridique, ce ne sont pas les mêmes juridictions. Et sur ce plan, j'ai vu beaucoup de parallélisme, alors que ce ne sont pas les mêmes démarches juridiques. À ce que je sache, de l'égal-état, les crimes internationaux tels que nous les connaissons dans le statut des chambres africaines extraordinaires n'existent pas dans le code pénal tchadien. Et cela doit être tout à fait clair. Et concernant l'accusé, vous aurez remarqué
une déclaration tout à fait symbolique du docteur Faustin Fache-Bolam, qui disait dans son intime conviction qu'il pense que l'accusé a régné sur le Tchad, mais ne s'est pas comporté en père de la nation. Qu'un chef doit être débonnaire, qu'un chef ne doit pas s'occuper de détails, et que de toute façon, la synthèse de tout cela, il disait que Habré était certes un bon administratif, mais ce n'était pas un bon politique. Jean-Jean, ce n'est pas en disant que le terme débonnaire doit être pris avec des pincettes, parce qu'être débonnaire pour un chef d'État n'est pas être irresponsable des actes que ses subordonnés commettent. Loin de là, ce n'est pas parce qu'on a les privilèges qu'on n'a pas les charges. Être chef d'État, c'est effectivement être chef d'État, mais aussi avoir des privilèges, mais aussi des charges. Et essayer de se défaucher sur ses subordonnés ou essayer d'alléguer le fait qu'on était momentanément absent du territoire national pour un pèlerinage à la Mecque pendant 11 jours, cela, ce sont des arguments tout à fait inopérants. Ce n'est pas rendre service à leurs clients, quelque part aussi, que de dire qu'il y avait un manque de fluidité dans le commandement. Ce serait même une injure que de dire que Habré avait un manque de fluidité dans le commandement qu'il exerçait sur ses forces militaires et civiles. Cela, en fait, ne ressort pas du dossier parce que nous avons beaucoup d'éléments probants, des éléments précis qui établissent que parfaitement il maîtrisait non seulement son armée, mais aussi la DDS et son appendice, à savoir la Bessir, qui était tout simplement, qui travaillait pour la DDS. Ceci dit, je termine par un proverbe Toubou, Toubou dont les Goranes font partie, c'est-à-dire cette grande ou ce grand groupe ethnique qui vit dans le massif du Tibesti, qui dit en substance, on ne peut pas se cacher sur un champ et on ne peut pas perdre des traces de pas sur le sable. Ce n'est pas en faisant des faux fouillants, ce n'est pas en se retranchant derrière une quelconque légalité des chambres africaines que l'accusé pourrait se soustraire de sa responsabilité pénale. Monsieur le Président, je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai fait preuve d'esprit de synthèse et je m'en vais passer la parole au procureur général qui va clore les réquisitoires orales du parquet général comme il les a entamés pour, disons, aborder la culpabilité de l'accusé Hissène Habré. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Monsieur le Président. Avec ce procès, notre conviction est faite que Hissène Habré, par son pouvoirisme exorbitant, a désarticulé le Tchad. Vous avez vu ces nombreuses alliances et ruptures d'alliances avec les grandes figures de l'histoire politique du Tchad. Je veux nommer Tombal Baye, Abbas Sidi, Goukouni Wedei, Félix Malo. Et il restait une dernière chance pour réunifier les Tchadiens. C'était les accords de Lagos, qui avaient installé un gouvernement d'union nationale de transition dont il était le ministre de la Défense. Et c'est par son comportement que ces accords ont éclaté. Et ces accords ont éclaté et ont conduit à une guerre entre lui et Goukouni Wedei et les 10 autres factions. Et il a mené cette guerre, et au cours de cette guerre, il a eu à commettre des crimes de guerre pour lesquels il est poursuivi aujourd'hui. Pour assurer également la sécurité intérieure de son régime, il a mis en place la DDS. Et les moyens utilisés par la DDS ont été des moyens illégaux qui ont abouti à des violations massives du droit international. Raison pour laquelle il est aujourd'hui poursuivi, aussi bien pour des crimes contre le droit international humanitaire et pour des crimes contre le droit des droits de l'homme. Monsieur le Président,
toutes les preuves retenues contre Hissène Habré pour asseoir sa culpabilité, sa responsabilité, ont été constituées par les preuves écrites, précisées plus haut, et constituées essentiellement des documents officiels trouvés dans les archives de la DDS. Ces documents ont été régulièrement collectés au Tchad par la Chambre africaine d'instruction à travers une procédure régulière et contradictoire. Beaucoup de ces documents ont été aussi découverts par les organisations de défense des droits de l'homme avec une exploitation méthodique et objective. Des constatations, des transports ont permis de découvrir des charniers et des centres de détention secrets. Il importe de préciser, Monsieur le Président, que la défense de Habré, qui a assisté aux audiences de la Chambre d'instruction, est en possession de l'ensemble du dossier comprenant les actes d'instruction et les archives de la DDS. Elle a décliné l'invitation des juges à venir participer à l'exécution des commissions rogatoires au Tchad. Sa présence lui aurait au moins permis de constater avec les magistrats l'état des archives trouvées au siège de la DDS et les mesures prises par les juges de les délocaliser aux fins d'exploitation. Il y a eu aussi les divers témoignages des anciens de la DDS, dont Bandi Bandou, qui a comparé ici en audience publique. Autant de témoins qui ont servi dans le régime de Hissène Habré à plusieurs niveaux de responsabilité, dans l'armée, la DDS et d'autres organes de répression. Ils en connaissent parfaitement le fonctionnement et les agissements et ont fait des déclarations qui corroborent les allégations des milliers de victimes qui ont décrit les violations massives des droits de l'homme ci-dessus. Il y a eu des allégations circonstanciées des victimes devant la Commission nationale d'enquête qui a été instituée quelques semaines après le départ de Hissène Habré. Ce rapport a été régulièrement établi par une commission non judiciaire d'enquête qui a mené des investigations en toute indépendance sur les violations massives des droits de l'homme sous le règne d'Habré. Sa valeur probante ne peut sérieusement être discutée. Enfin, il y a les rapports des organisations des droits de l'homme comme Human Rights Watch, des rapports qui constituent des pièces importantes du dossier et qui constituent une des sources à la base des poursuites engagées sur le fondement de l'article 17 du statut des chambres africaines extraordinaires. Si vous visitez l'ensemble des statuts régissant le fonctionnement des tribunaux pénaux internationaux, vous voyez toujours dans les sources d'information les rapports des organisations des droits de l'homme. Donc, ce n'est pas un cas spécifique que le statut des chambres est prévu que les poursuites puissent être basées sur une des sources possibles, à savoir les rapports des ONG. Et vous savez, les ONG ont participé à la mise en œuvre de la justice internationale par leur travail d'enquête, leur intervention comme amicus curiae. Et leur rôle a été considérable dans la création de la Cour pénale internationale. C'est donc leur faire un mauvais procès que de contester leur rôle dans la lutte contre l'impunité. Que seraient devenues les victimes sans l'implication d'Amnesty International, sans l'accompagnement de Human Rights Watch dans l'exercice effectif de leur droit légitime à un procès? Le parquet général rend ici un hommage appuyé à M. Reed Brody et à son équipe. La recevabilité des rapports des ONG, sources d'information pour le tribunal pénal international, a été souvent contestée même au niveau de la CPI. Mais la chambre préliminaire de la CPI a précisé que le véritable enjeu réside dans la valeur probante et non dans leur admissibilité, et que ces sources seraient examinées au cas par cas en tenant compte notamment de la cohérence intrinsèque des informations et de leur concordance avec l'ensemble des preuves considérées comme un tout, de la fiabilité de la source et de la possibilité pour la défense de contester la
pour des débats. Demain par la défense. Il y a lieu de retenir la culpabilité d'Hissène Habré, des chefs de torture, crimes autonomes, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, prévus par les articles 6, 7, 8 du statut des chambres africaines extraordinaires et punis par l'article 24 du dit statut. Quid de la peine? L'article 23 prévoit la sentence. La Chambre africaine extraordinaire d'assises prononce des sentences et impose des peines et sanctions à l'encontre des personnes convaincues de violations graves des droits de l'homme, du droit international et de la coutume internationale. La sentence est rendue en audience publique à la majorité des juges de la Chambre. Elle est établie par écrit et motivée, d'après l'article 23. Et quelles sont les peines applicables? C'est l'article 24 qui nous dit que les chambres africaines peuvent prononcer contre une personne coupable d'un crime, aux articles 5 à 8 du présent article, l'une des peines suivantes: une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans ou plus, une peine d'emprisonnement à perpétuité si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient. À la peine d'emprisonnement, les chambres peuvent, facultatives, ajouter une amende fixée selon les critères du droit sénégalais et aussi prononcer la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement du crime sans préjudice du droit des tiers de bonne foi. Monsieur le Président, le ridicule ne tue pas. Nourri à la sève de l'Occident, où il a fait ses humanités, soutenu par cet Occident dans les guerres fratricides, ce n'est pas cet homme-là qui se cache sous son turban qui peut aujourd'hui crier au complot, à l'impérialisme. Ce n'est pas également cet homme qui doit s'insurger contre la légitimité d'un tribunal, lui au moins qui a eu droit à un procès, à des avocats, à une prison d'un standard international, contrairement à ses compatriotes qui ont subi les affres de son régime dictatorial. Enlèvement, torture, détention, disparition, sans aucune forme de procès. Face aux témoignages poignants des victimes, Habré a répondu par le silence. Un silence qui traduit une gêne, mais je dirais une lâcheté, plus qu'une stratégie de défense. Aucun mot de repentir à l'endroit de ses compatriotes victimes des atrocités les plus cruelles. Il a, durant son règne, réifié la personne humaine, cette créature si chère au Créateur. On peut se demander qu'est-ce qu'il a à la place du cœur. Nous avons apprécié la boutade lancée par une victime ici, à la barre à Hissène Habré. Se tournant vers lui, elle lui a lancé: vous gardez aujourd'hui le silence, mais demain, vous parlerez devant Dieu. Nous avons du mal à croire qu'il s'adonnait à la lecture du Coran. Comme l'indique le rapport de l'enquête des personnalités à la page 9. Le rapport nous dit que ses principales occupations sont la lecture, surtout celle du Coran. Et je lui demande, est-ce qu'il a médité le verset 74 de la sourate de la vache? Summa qasat qulubukum min ba'di zalik, fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna min al-hijarati lama yatafarraju minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dieu parlait des cœurs endurcis, devenus comme des pierres, ou même plus durs encore. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux. Il y a d'autres qui se fendent pour qu'en surgisse l'eau. D'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Ce n'est pas le cas d'Hissène Habré. Monsieur le Président, les deux finalités de la peine sont le châtiment et la dissuasion, eu égard à l'ampleur des dommages causés aux victimes et aux membres de leur famille. Hissène Habré mérite une condamnation à la hauteur des crimes dont il est déclaré coupable. La jurisprudence des tribunaux internationaux a retenu comme circonstance aggravante le comportement face à l'administration de la justice et l'attitude adoptée lors du procès. Vous pourrez vous en référer au TPI règle procureur contre Delaliche et consorts,
IT 91, un jugement du 16-11-98, paragraphe 12-17, 12-44, 12-50. L'autre circonstance aggravante retenue par la jurisprudence, c'est la cruauté des moyens utilisés, la souffrance et le traumatisme aigu des victimes. Sa position d'autorité, Monsieur le Président, suprême, face à ses concitoyens, face aux victimes désarçonnées, qu'il avait la charge de protéger, fait aujourd'hui, Monsieur le Président, que M. Habré ne peut point bénéficier des circonstances atténuantes. Les crimes qu'il a commis portent atteinte aux valeurs humaines les plus fondamentales et les plus protégées au niveau international. Ils doivent être réprimés à la mesure de la gravité de ces atteintes. Et quelle que soit la peine qui sera prononcée, il aura meilleure fortune que ses victimes. Au moins, ses proches connaîtront là où il est. Alors qu'il y a des victimes qui jusque-là n'ont pas encore fait le deuil, parce qu'elles ne savent pas où se trouvent leurs proches. Les enfants ne savent pas où se trouve leur père. Les femmes ne savent pas où se trouvent jusqu'à présent leurs époux. Au moins, lui, sa famille a la chance de le trouver. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, je requiers qu'il vous plaise prononcer la condamnation de Hissène Habré à l'emprisonnement à perpétuité, assortie de la confiscation de tous les biens et objets saisis au cours de la procédure ouverte devant les chambres africaines extraordinaires. Sur ce, je vous remercie. Ainsi donc prennent fin les réquisitions du ministère public et nous allons poursuivre l'audience demain à partir de 9h avec les plaidoiries de la défense. L'audience est suspendue. Je vous remercie. Oui, c'est pas ça.